Laurent Koudou-Gbagbo l'a dit dans une interview à un média étranger, à un média africain. Celui-ci rappelait que les pays de l'AES ont été malmenés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Celui-ci rappelait également que lui au pouvoir, en tant que président de la Côte d'Ivoire, Abidjan sera plus proche de l'AES. Abidjan aura un partenariat soudé avec les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi Laurent Gbagbo miroite-t-il toujours le fauteuil présidentiel? Est-ce légitime de la part de l'ancien président de la Côte d'Ivoire lors de cette crise de 2010-2011? On le rappelle, le président Laurent Koudou-Gbagbo l'a également rappelé dans ses propos. Si un quatrième mandat du président Ouattara était venu à être constaté, eh bien il s'agirait ainsi d'un couteau remué dans la plaie des Ivoiriens qui ont vécu la crise de 2010-2011 sur leur territoire. Nous parlerons de ces différents propos du président Laurent Gbagbo dans cette émission et la question principale, pourquoi Laurent Gbagbo miroite toujours le fauteuil présidentiel? Eh bien on en parle dans cette émission avec Dr Sango qui est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Cassandra Begoudé, bienvenue également à vous. Bonsoir à la galaxie panafricaniste, bonsoir à la technique et ravi Gauthier encore d'être là ce soir pour essayer d'apporter des esquisses responsitionnelles à la problématique panafricaniste que vous avez décidé de mettre sur la table de l'analyse. Merci d'être là. Regard panafricain commence tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous regardez Regard panafricain sur votre petit écran, mais vous nous écoutez aussi sur la 96.3 FM et nous regardez sur nos différentes plateformes For You Media Africa sur Internet. Docteur Sango, le président Laurent Koudou-Gbagbo l'avait déjà annoncé il y a quelques mois. Il sera candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, c'est un candidat qui a été appuyé et validé par son parti. Plusieurs de ses partisans estiment aujourd'hui que Laurent Koudou-Gbagbo serait parfaitement à sa place à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, il pourra terminer la vision, terminer le programme politique qu'il avait annoncé, car il a été simplement arraché on va le dire ainsi, à l'application en tout cas de cette vision qui avait été émise par Laurent Gbagbo. Est-ce que vous vous inscrivez dans le même sillage que ces différents propos, ces pensées, aussi bien de ses partisans que certains de la classe panafricaniste? Je pense qu'il importe de privilégier une analyse ambivalente pour répondre à votre question. Aujourd'hui, il faut savoir que le président Laurent Gbagbo a un goût d'inachevé. Tout ce qu'il fait là aujourd'hui sont des éléments qui démontrent qu'il a un goût d'inachevé, compte tenu, n'est-ce pas, de la manière dont il était parti au pouvoir et de l'idéologie que ce dernier impulsait du point de vue, n'est-ce pas, panafricain. On connaît les positions de Laurent Gbagbo, nous connaissons son idéologie, nous connaissons les combats qui étaient les siens lorsqu'il était président de la République et même avant qu'il ne devienne président de la République. Et il s'est toujours démontré comme étant quelqu'un qui ne voudrait plus être sous le joug de la colonisation. C'est quelqu'un qui, du point de vue historique, lié au champ politique ivoirien, qui a combattu et qui a été l'opposant de Houphouët-Boigny. Et nous savons que du point de vue, n'est-ce pas, de la France-Afrique, qui était Houphouët-Boigny dans la galaxie panafricaniste aujourd'hui. Nous connaissons les combats, les sales jeux que le président Houphouët-Boigny a menés pour maintenir l'Afrique sous le joug de la colonisation. Donc, on voit le courage de ce président qui est parti, n'est-ce pas, de son jeune âge et qui est resté déterminé à impulser sa dynamique révolutionnaire, j'ai envie de dire, sa dynamique souverainiste. Et il a même eu la chance, son combat a porté des fruits, il est arrivé au pouvoir, mais sauf que il avait été confronté, n'est-ce pas, aux velléités france-africaines qui n'ont pas
permis à ce que son idéologie, longtemps, n'est-ce pas, portée dès son jeune âge, ne puisse se matérialiser sur le terrain. Donc aujourd'hui, on voit que après son retour du côté de la Cour pénale internationale, Laurent Koudou-Babo, étant encore vivant, reste encore déterminé à revenir au pouvoir pour essayer, comme il est dit lui-même, parachever ce qu'il avait déjà impulsé lorsqu'il était à la tête de l'État. Donc, la première logique d'analyse, c'est qu'en réalité, pris sous le prisme panafricaniste, la position de Laurent Koudou-Babo est une très bonne chose. Parce qu'il n'y a aucun panafricaniste aujourd'hui qui peut se dresser contre Laurent Gbagbo, qui peut refuser que Laurent Gbagbo revienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'état actuel des choses, est tout sauf un état souverain. C'est un état néocolonial qui est dirigé et impulsé par des dynamiques totalement occidentales. Donc, pris sous le prisme panafricaniste, ça c'est ce qu'on doit dire. Il faut saluer et on peut comprendre la position de Laurent Gbagbo. Maintenant, sous un autre prisme, cette fois-ci, qui ne privilégie pas des sentiments, c'est-à-dire le prisme de la réelle politique, on peut, dans une certaine mesure, se questionner sur cette position de Laurent Gbagbo, compte tenu, n'est-ce pas, de la réalité politique de la Côte d'Ivoire actuellement, mais aussi et surtout de ce qu'on appelle généralement le management politique. Nous savons que Laurent Gbagbo a mené de très bons combats. Nous savons qu'il était prêt à donner sa vie pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, du point de vue physique, c'est quelqu'un qui est diminué. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui affaibli et qui, du point de vue des manœuvres politiques, ne peut pas aussi, n'est-ce pas, procéder comme, n'est-ce pas, un jeune le ferait à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut aujourd'hui se demander pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas, n'est-ce pas, préparé un leader qui pouvait aussi porter sa dynamique une fois qu'il devait être fatigué. Ça, c'est mais pourquoi vouloir absolument imposer au président Laurent Koudou-Gbagbo d'avoir un colistier pour porter sa vision, ou encore d'avoir une figure, un leader sous sa coupe qui pourrait porter sa vision et l'implémenter alors qu'il est encore là et qu'aujourd'hui il le démontre à suffisance qu'il peut encore travailler. D'ailleurs, les appels envers une candidature à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo ne se sont pas encore estampillés. Justement parce que Laurent Gbagbo n'est pas éternel, d'accord? Et il n'est pas souvent bon d'inscrire un combat politique fondamentalement ancré sur sa personne, d'accord? On doit apprendre, n'est-ce pas, à livrer des combats politiques, n'est-ce pas, institutionnels, impersonnels, qui peuvent, n'est-ce pas, survivre, n'est-ce pas, au-delà de la vie des individus. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, sur ce plan-là, Laurent Gbagbo a un tout petit peu failli parce que il est en train de démontrer que il est en train de mettre en avant le paradigme du providentialisme politique. Parce qu'il y a également cet argument-là qui prolifère dans des analyses, n'est-ce pas, politologiques africaines, où on pense que certaines personnes seraient indispensables au développement du continent africain. D'accord, cette façon de faire limite le combat politique et faire en sorte que si ces personnes ne sont pas là demain ou aujourd'hui, l'Afrique restera toujours dans cette même façon, dans ce statu quo. Donc, pour mon premier jet d'analyse, je pense que l'approche ambivalente est nécessaire. Autant on doit saluer le combat de Laurent Gbagbo du point de vue panafricaniste, autant on doit également s'interroger sur, n'est-ce pas, sa personne qui est aujourd'hui fatiguée. Laurent Gbagbo va dire qu'il est fort, il est debout, il est ceci, il est cela, mais lorsque vous le voyez physiquement, c'est vrai que ce n'est pas l'âge qui gouverne, c'est quelqu'un qui est fatigué. Et vous avez un exemple palpable, Dr Sango? Oh. Dans certains pays africains. Comme lequel? Je ne sais pas, des pays d'Afrique centrale. Je vous laisse entrer dans votre jeu. Je ne veux pas m'y mixer dans ce qui ne me concerne pas pour le moment. Restons sur le plan de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, avec tout ce qu'il a eu à faire,
aurait mieux fait de préparer un leader. Et je pense que ces leaders-là même ne manquent pas. On a vu comment Laurent Gbagbo a procédé dans son management politique. Il y avait des gens avec qui il travaillait. Je peux par exemple évoquer le cas de son épouse, par exemple, qui est jusqu'à son ex-épouse, voudrais-je dire, qui est à l'état, jusqu'à l'état actuel, une femme politique. On peut également citer les avec leaders, aujourd'hui son propre mouvement politique. Absolument. Son ministre, son ex-ministre de la jeunesse, Blé Goudé. Avec son mouvement politique. Absolument. Qui était vraiment quelqu'un de très actif à ses côtés. Malheureusement, donc, du retour de la CPI, de la Cour pénale internationale, avec tout ce qui s'est passé, on voit qu'en réalité, ce camp qui a livré le combat contre le camp d'Alassane Ouattara, aujourd'hui est totalement balkanisé. Il ne parle plus avec unanimité et univocité. Et cette façon de faire, n'est-ce pas, frise, n'est-ce pas, une crise qui caractérise non seulement ce mouvement socialiste ivoirien, ce qu'on appelle généralement la gauche du point de vue des idéologies politiques, mais aussi et surtout une crise qui montre que ces personnes en réalité ne sont pas aussi méthodiques dans leur façon de faire. Aujourd'hui, du point de vue de l'analyse politique, vous voyez que la division de Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Simone et Yvette Gbagbo aujourd'hui fragilise le bloc de gauche. Ça fragilise davantage l'opposition. Imaginez par exemple que si ces trois personnes parlaient avec unanimité, univocité et faisaient un bloc, ça aurait, n'est-ce pas, constitué un grand rapport de force, n'est-ce pas, face au camp présidentiel qui est porté par Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui que Laurent Gbagbo est en train de retourner en politique, ce serait un peu difficile pour lui, n'est-ce pas, compte tenu de cet argument, mais aussi et surtout compte tenu du bloc de l'égalité qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que Laurent Gbagbo a la liberté et la légitimité d'être candidat, mais sur le plan légal actuellement, il ne peut pas l'être justement parce que le président Alassane Ouattara a en quelque sorte verrouillé, n'est-ce pas, sa candidature parce qu'il a eu à bénéficier d'une grâce présidentielle en lieu et place de l'amnistie. Et la grâce présidentielle, lorsqu'on vous l'octroie, n'est-ce pas, ça vous fait perdre vos droits civiques et vos droits politiques. Raison pour laquelle, à l'état actuel des choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la candidature de Laurent Gbagbo comme celle de Guillaume Soro ne peuvent pas prospérer, sauf si à la dernière minute Alassane Ouattara procède à un réaménagement politique en octroyant à ces personnalités leurs droits politiques à travers une loi d'amnistie qui sera votée au Parlement et qui pourra donner à ces derniers la licéité et le droit de se présenter cette fois-ci comme candidats légaux. Et vous le voyez poser de tels actes, Dr Sango, pour ce qu'on pourrait considérer comme ses opposants sur le plan politique? C'est très difficile, c'est très difficile de le dire parce que le président Alassane Ouattara, contrairement au président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des conciliations, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des compromis. Et justement parce que c'est quelqu'un qui privilégie dans son management politique la théorie politique qu'on appelle la réelle politique. Or, Laurent Gbagbo de son côté privilégiait jusque-là n'est-ce pas, la politique idéale, c'est-à-dire cette politique qui voudrait que à chaque fois qu'il y a crise, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse faire des compromis pour essayer de désamorcer la crise. Et on a vécu ces actions avec Laurent Gbagbo à travers les actions de Linus Marcoussi, à travers la levée, n'est-ce pas, de ces verrous qu'on appelait l'ivoiriété. Vous savez que c'est quelque chose que l'ancien président Bédié a pu mettre dans la Constitution pour empêcher politiquement certains opposants. Une fois que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a levé ce verrou-là, il a signé les accords de Marcoussi, il a permis à Alassane Ouattara d'être candidat à l'époque bloqué par ce principe d'ivoiriété, et aujourd'hui ça a
ça a fait en sorte qu'il puisse perdre le pouvoir parce qu'en quelque sorte, ces actions-là, des décisions qui l'ont rattrapé. Finalement étaient contre lui. Or, on voit que du côté d'en face, c'est-à-dire du côté d'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui ne ménage aucun effort pour surfer, n'est-ce pas, dans la violence pour conserver son pouvoir. Lorsqu'il faut surfer dans la violence, Alassane Ouattara ne ménage d'aucun effort pour le faire. Donc c'est quelqu'un qui en réalité ne peut pas aujourd'hui, au regard de ce passé et de la nature de sa gouvernementalité, prendre une décision qui pourrait permettre à Laurent Gbagbo d'être candidat. Parce qu'en prenant la grâce, Alassane Ouattara l'avait fait en bon escient. Il savait qu'il était dans un champ politique où il devait prendre des précautions pour empêcher à Laurent Gbagbo de revenir légitimement dans le champ du jeu politique. Parce que quand il a constaté que Laurent Gbagbo a été libéré du côté de la Cour pénale internationale, la seule chose qui restait à ce dernier restait tout simplement la politique sur le plan interne. Donc il a surfé sur ça et aujourd'hui je pense que c'est l'élément à travers lequel il veut et il va, n'est-ce pas, essayer d'écarter Laurent Gbagbo politiquement de ce champ-là. C'est pour cela que lorsque on prend, n'est-ce pas, ces éléments-là et qu'on les analyse dans cette logique réaliste, Laurent Gbagbo devrait, et je pense que c'est quelque chose qui est déjà fait dans son camp, devrait préparer un plan B pour que, en réalité, s'il arrive que Alassane Ouattara ne fasse pas un pas conciliateur, qu'il puisse utiliser le plan B qui pourra porter sa candidature et peut-être le faire, n'est-ce pas, revenir à la tête de l'État, ne serait-ce que sur le plan idéologique, à peu près comme on a vu du côté du Sénégal entre Senghor et Diomaye Faye. On peut aussi revivre ça du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'il faut le dire, lorsqu'on voit l'opinion panafricaniste aujourd'hui dans les différents États et même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, cette opinion-là est perspective. L'opinion est aujourd'hui en faveur du panafricanisme. On ne doit pas peut-être croire que parce que Alassane Ouattara est en train de miroiter un certain prouesse économique qui n'ont aucun fondement, que la population est avec lui. Nous savons qu'en réalité, il est, n'est-ce pas, aujourd'hui à la tête de l'État parce qu'il utilise la violence. La preuve, le problème, n'est-ce pas, de la réconciliation, c'est un problème qui est encore béant aujourd'hui. Il n'a jamais réussi à résoudre ce problème parce qu'en réalité, il n'a pas cette légitimité-là. Il n'est pas populaire, il n'est pas accepté légitimement par les Ivoiriens, raison pour laquelle il surfe quotidiennement sur la violence. Il a peur d'ouvrir le champ politique comme il le faut, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans cette position. Donc, Laurent Gbagbo peut se servir de cet obstacle parce qu'en politique, les obstacles se transforment parfois en opportunités lorsqu'on est un animal politique averti. Il peut donc utiliser cet obstacle-là et faire donc en sorte que la Côte d'Ivoire puisse aussi expérimenter le schéma sénégalais, du moins de la dernière présidentielle au Sénégal. Cette façon de faire peut se retourner contre Alassane Ouattara qui, de son côté, pense que Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Or, en présentant un autre candidat, toute l'opinion panafricaniste portera la candidature qui sera, n'est-ce pas, ici, désignée par Laurent Gbagbo, et cette façon de faire pourra donc permettre à ce que l'opinion panafricaniste, l'idéologie panafricaniste de la gauche revienne à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et pire encore, cette hypothèse est de plus en plus plausible compte tenu, n'est-ce pas, des révélations que Bourgi vient de faire récemment là. Et ces révélations-là, en réalité, elles sont des données à voir qui démontrent que il peut aussi arriver que la France soit dans une logique peut-être de lâcher Alassane Ouattara parce que ces affirmations interviennent dans un contexte aussi atypique, un an seulement avant la présidentielle. Donc, les indicateurs aujourd'hui sont en train de démontrer que la Côte d'Ivoire est en train de s'acheminer
vers un vice repetita de 2010-2011 où les acteurs de la France-Afrique veulent donc peut-être lâcher celui qu'ils ont utilisé hier pour abattre un autre. Donc la France peut aujourd'hui, à travers par exemple cette querelle que nous sommes en train de voir sur la justice qui a appliqué en Côte d'Ivoire concernant cette crise de 2010-2011 où la Cour pénale internationale a incriminé, a innocenté un camp et refuse d'incriminer un autre camp. Je pense qu'aujourd'hui, cette France-là peut peut-être utiliser cette situation-là pour essayer de en quelque sorte, de rééquilibrer les choses, ou du moins pour essayer de montrer à l'opinion africaine comme internationale qu'en réalité, voilà donc maintenant le tour d'Alassane Ouattara, peut-être de reprendre la position de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, on lâche Alassane Ouattara et on permet à ce que Laurent Gbagbo revienne à la tête, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, et ainsi, pour eux, la justice sera dite. Ce n'est pas l'hypothèse que nous, panafricanistes, nous sollicitons, parce que nous voulons que l'élection en Afrique, la désignation des chefs d'État en Afrique soit totalement une chose libre et souveraine qui soit faite par les panafricanistes et par les Africains et fondamentalement le peuple. On n'a plus besoin de ces influences occidentales, on n'a plus besoin de cette immixtion occidentale, on n'a plus besoin c'est-à-dire de ces ramifications des Français qui à chaque fois doivent toujours s'y dans nos affaires politiques pour choisir les chefs d'État et les dirigeants de notre pays. Nous sommes tout simplement en train de faire des analyses. Nous disons que en réalité, en Côte d'Ivoire, si rien n'est fait, on risque de nous acheminer, n'est-ce pas, à la situation de 2010-2011. Cette fois-ci, en renversant la formule, le schéma et les personnalités. Merci docteur Sango, vous me tendez là une perche. Est-ce que les révélations de Bourgi, justement Robert Bourgi, ne pourraient pas venir remettre au goût du jour l'injuste présence du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir et ainsi réhabiliter le président Laurent Gbagbo? Les récentes déclarations de Robert Bourgi prouvent que le gouvernement aujourd'hui porté par Alassane Dramane Ouattara manque réellement de légitimité. Alors, du fait de ce manque de légitimité, ne peut-on pas penser aujourd'hui que Laurent Gbagbo pourrait être, on va le dire, privilégié? Ce n'est pas exactement le mot que je recherche, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il serait justement, qu'il aurait cette possibilité de parler à nouveau au peuple et d'être élu par le peuple après les injustices qui ont été dévoilées? C'est vrai, ce sont des faits qui étaient su, mais si les pays africains décident d'ouvrir des enquêtes de justice, par exemple en ce qui concerne ces faits qui se sont déroulés, la Cour pénale internationale est pressée aujourd'hui par le peuple ivoirien de donner des résultats avant l'élection de 2025, ce qui pourrait peut-être mettre en difficulté le président Alassane Dramane Ouattara et viendrait expliquer pourquoi Laurent Gbagbo miroite toujours le fauteuil présidentiel, car finalement il en a la possibilité. Oui. Et vous savez que ce que Laurent Bourgi a fait comme affirmation, c'est des choses qui étaient déjà connues par la population panafricaniste. Tout le monde savait déjà comment la France-Afrique opérait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut savoir que Bourgi n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a succédé à Foucard dans la matérialisation et le fonctionnalisme de cette France-Afrique, étant donné que la France-Afrique a été pensée par cette puissance-là comme étant cette politique qui devra permettre à la France de malmener les États africains en spoliant leurs matières premières, en leur imposant des dirigeants et en refinançant, n'est-ce pas, leurs différentes élections présidentielles. Et parce qu'il faut rappeler que la France-Afrique, c'est aussi le financement des hommes politiques français par les présidents africains. À l'époque d'Omar Bongo, comme à l'époque de son fils Ali Bongo, et il y a des sommes faramineuses qui ont été débloquées en direction de la France.
Omar Bongo était presque le faiseur de roi du côté de l'Élysée. Ce n'est pas parce qu'il était peut-être charismatique, mais c'est justement parce qu'il avait le pouvoir financier. Donc, lorsqu'on prend donc en compte cette trajectoire de Foccart, lorsqu'on prend le contexte dans lequel il vient faire cette affirmation, on devrait être, n'est-ce pas ici, prudent. On devrait, n'est-ce pas ici, prendre au sérieux cette façon de faire. Parce que cette affirmation, cette position intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire est en train de s'acheminer à une élection présidentielle l'année prochaine. D'accord? Quel intérêt aurait-il peut-être pour Bourgi de venir faire cette affirmation à moins d'un an de la présidentielle? Pourquoi ne l'avait-il pas fait à l'époque où on déportait Laurent Gbagbo du côté de la Cour pénale internationale? Je pense que si cette affirmation avait été faite à cette époque-là, elle aurait eu beaucoup plus de cohérence, de logique, de pertinence et même d'objectivité du point de vue, n'est-ce pas, du rendu de la justice. Donc, moi je pense que aujourd'hui, ce que vous posez comme problématique, c'est vrai, cette façon de faire risque de produire plusieurs effets pervers. D'accord? Le premier effet pervers, je vous ai indiqué dans ma première prise de position, c'est que aujourd'hui, les puissances occidentales peuvent utiliser aujourd'hui, n'est-ce pas, cette injustice, entre guillemets, qui a été dite dans le problème ivoirien, pour essayer de se relégitimer ou de se récrédibiliser sur le plan international, en disant que, ok, maintenant, c'est à Alassane Ouattara d'être incriminé. C'est-à-dire, on utilise quelqu'un, on le suce, on le fait jouer les intérêts des puissances occidentales et à la fin, on le lâche lorsqu'il n'est plus important, lorsqu'il n'est plus nécessaire. C'est la manière de faire de la France-Afrique. C'est toujours comme ça que la France-Afrique a eu à opérer. On utilise un président et à la fin, on le jette lorsque, en réalité, il n'a plus, n'est-ce pas, d'importance à jouer. Ça, c'est le premier effet pervers. Le deuxième effet pervers que cette façon de faire risque de produire, c'est que, en réalité, face à cette situation, face à ce vice repetita, ou alors face à cette publicisation de la manière de faire de la France en Afrique à travers cette affirmation de Bourgi, l'opinion panafricaniste aujourd'hui en Côte d'Ivoire devrait donc majoritairement voter pour Laurent Gbagbo, d'accord? C'est-à-dire voter légitimement, ne pas se laisser berner par les puissances occidentales qui pourraient donner l'impression que c'est elles qui ont fait en sorte que Laurent Gbagbo puisse revenir au pouvoir. Ça, c'est le deuxième effet pervers. Et je pense que si en réalité le jeu politique était libertaire, c'est-à-dire libre, souverainiste et indépendant du côté de la Côte d'Ivoire, cet effet pervers aurait plus de chances, n'est-ce pas, de se reproduire. Parce que le premier effet pervers, c'est un effet pervers qui risque de redynamiser, n'est-ce pas, la colonisation, l'impérialisme. Parce que cette façon de faire montrerait qu'en réalité, c'est encore les pays occidentaux qui choisissent les dirigeants à notre place. Donc moi, je penche beaucoup plus pour le deuxième effet pervers qui risque de faire en sorte que le peuple en général en Côte d'Ivoire puisse donc dire niet à cette façon de faire des puissances occidentales en élisant majoritairement Laurent Gbagbo, ou du moins la personne que Laurent Gbagbo aura choisi pour porter la candidature de la gauche. Parce que, comme je vous ai dit, à l'état actuel des choses, sa personnalité, sa candidature ne peut pas prospérer parce que Alassane Ouattara a mis un verrou en lui donnant la grâce présidentielle. Merci, docteur Songo. Eh bien, tout ce que vous mentionnez ici comme étant des embûches, des impossibilités, eh bien, Laurent Gbagbo les voit comme les raisons de son combat d'antan qui n'ont pas disparu. Alors, la justice qui l'empêche d'être candidat dans son pays, en Côte d'Ivoire, les condamnations à la haie, 7 ans de prison, par exemple, les accusations de braquage à la BCEAO, sans oublier
les menaces de vitrification qui avaient été faites contre Laurent Gbagbo, il les considère comme des batailles, que ce sont pour lui des raisons du combat qu'il a mené pendant longtemps, qui n'ont toujours pas disparu. Alors, objectivement peut-être ou pas, légitimement en tout cas, Laurent Koudou Gbagbo estime qu'il est aujourd'hui impératif pour la Côte d'Ivoire, mais surtout juste pour la Côte d'Ivoire, de lui permettre d'être à la tête du pays et de réaliser ce qu'il avait à réaliser. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait désigner un candidat, mais ne pensez-vous pas, docteur Sango, qu'il y aurait toujours ce goût d'inachevé, qu'il y aurait cet arrière-goût de, je cite, la France nous a imposé un régime présidentiel et ne nous a jamais permis d'avoir ce régime présidentiel que nous avions choisi. Est-ce que vous ne voyez pas également la situation sous cet angle-là? Oui, on pourrait voir la situation sous cet angle-là, mais il faut dire que ce goût d'inachevé, peut aussi se parachever, peut aussi s'achever, pas forcément avec le président Laurent Gbagbo. D'accord? Un autre leader panafricaniste peut naître en Côte d'Ivoire et mener le combat panafricaniste au même titre que Laurent Gbagbo. Je n'ai rien contre Laurent Gbagbo. Ce qu'il est en train de mener comme combat est légitime, compte tenu, n'est-ce pas, de son passé, compte tenu de ses multiples combats tels que vous l'avez retracé tout à l'heure. C'est légitime. Mais je pense que Laurent Gbagbo aussi doit apprendre à inscrire son combat, n'est-ce pas, dans le long terme, c'est-à-dire dans la temporalité. On ne doit pas penser que le combat se réduit à Laurent Gbagbo. Le combat ivoirien comme le combat africain ne devrait pas être un réductionnisme à un type d'individu. D'accord? Qui aurait peut-être imaginé que dans ces états de l'AES qui font la fierté de l'Afrique aujourd'hui, que les personnalités telles que Tiani, Goïta et Traoré pouvaient arriver un jour à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, on ne pouvait pas imaginer ça. C'est la même chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne doit pas penser que Laurent Gbagbo est le seul panafricaniste. Je vous ai dit qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'opinion est en faveur du panafricanisme. D'accord? L'opinion est en faveur du panafricanisme. C'est vrai qu'il y a aussi en même temps des endocolons, des personnes qui ne voient pas le sens, l'Afrique dans ce même sens-là. Mais si on fait aujourd'hui les analyses politiques, la majorité des Africains aujourd'hui convergent vers la souveraineté, vers l'indépendance et vers le développement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une minorité aujourd'hui qui bénéficie de la richesse des États africains. Parce que ceux qui sont des présidents aujourd'hui et qui travaillent pour la colonisation sont minoritaires. Comparé à cette galaxie africaine, à cette population qui est dans la misère, qui est dans la pauvreté, justement parce que à la tête de leur État, on a des personnalités qui ont vendu leur État, qui ont vendu leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Donc, le président Gbagbo est en train de mener des combats importants, mais ces combats devraient davantage être important et dynamique si vraiment il avait préparé quelqu'un. Parce que dans ces obstacles, dans ce combat-là, il est en train de rencontrer des obstacles. Et comment est-ce qu'il attend donc contourner l'obstacle, par exemple, de sa candidature? Le verrou que Alassane Ouattara a eu à poser, n'est-ce pas, contre sa candidature. Et si on pose, par exemple, cette question à Laurent Gbagbo, comment est-ce qu'il peut répondre à cette question-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour Alassane Ouattara de permettre, à travers une action d'amnistie, à Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est très difficile, compte tenu, n'est-ce pas, de la nature politique d'Alassane Ouattara. Or, il faut bel et bien que ce verrou-là soit levé pour que sa candidature puisse prospérer. Si ce verrou-là persiste, il ne peut pas être candidat. Donc, moi, je pense qu'il gagnerait à penser des plans B, à inscrire son combat dans la globalité, dans la généralité, pour que son combat ne puisse pas s'estomper
après, après lui, après sa disparition. Il faudrait que son combat continue. Son combat, n'est-ce pas, s'inscrive dans la dynamique du temps long. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette préoccupation. Merci Dr Sango. Eh bien, Laurent Kodo-Gbagbo, le président, l'ancien chef d'État ivoirien, estime aujourd'hui que les pays de l'AES sont de véritables partenaires. Celui-ci a d'ailleurs apprécié ce qui a pu se passer sur le territoire de l'AES, on va le dire ainsi, au sein de cette confédération, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il a mentionné aussi la capacité à épouser ces différentes visions, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant, mais celui-ci a dit également quelque chose, c'est que lui au pouvoir, en tant que président de la République de la Côte d'Ivoire, il pourrait réparer les relations qui existent aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, car les relations se sont malheureusement effritées, et effritées en grande partie à cause d'Abidjan, à cause de la CEDEAO, qui se sont mis à dos contre les pays de l'AES. Pensez-vous, Docteur Sango, que ces paroles, ces discours, par exemple, pourraient justement induire aujourd'hui une ouverture sur le champ politique? Parce que, rappelons-le, Laurent Gbagbo ne cesse de le dire, les raisons de son combat n'ont pas disparu. Alors, si elles n'ont pas disparu, celui-ci entend peut-être se battre jusqu'à la dernière minute, même si sa candidature n'est pas acceptée, pour que, finalement, peut-être l'avis du peuple soit imposé au pouvoir en place. Oui, et il est difficile aujourd'hui d'être panafricaniste et de ne pas être solidaire au combat porté par les États de l'AES. C'est très difficile. Je pense même que c'est presque impossible aujourd'hui. Or, il se trouve que le président Gbagbo, c'est un panafricaniste dans l'âme. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché ses positions panafricanistes. Je vous ai rappelé ici que Laurent Gbagbo a été le tout premier opposant à Houphouët-Boigny, un des turiféraires de la France-Afrique dans sa matérialisation en Afrique. Donc, vous ne pouvez pas avoir une telle position et refuser d'être solidaire à ces États qui sont en train de travailler pour que l'Afrique sorte de cette vassalisation occidentale, pour que l'Afrique sorte de cette vassalisation impérialiste. Donc, ce que Laurent Gbagbo a fait comme affirmation concernant les États de l'AES reste cohérent et présent et prévisible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne pouvait qu'être normal. Ça ne pouvait ne pas être ainsi. Ok? C'est-à-dire, Laurent Gbagbo ne pouvait pas prendre une position, n'est-ce pas, en dehors de celle-là, pour ce qui concerne les États de l'AES. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est qu'il y ait une sorte de convergence idéologique. Et lorsque je parle de convergence idéologique, c'est de l'idéologie panafricaniste qu'il s'agit fondamentalement. Or, on voit que l'idéologie panafricaniste qui est aujourd'hui impulsée par ces petits États, j'ai envie de dire ce petit noyau, entre guillemets, de l'AES aujourd'hui, peine, n'est-ce pas, à se répandre, n'est-ce pas, dans les autres États. Et ce qui freine et fragilise leur combat, parce qu'on voit qu'il y a des frontières idéologiques qui séparent ce qui est impulsé par les États de l'AES et certains États africains aujourd'hui. Oui. Parlant de la Côte d'Ivoire, c'est de ça que Laurent Gbagbo était en train de parler. Il y a une sorte de frontière, une sorte, n'est-ce pas, de rupture entre l'idéologie portée par les États de l'AES et l'idéologie en vigueur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, implémentée par Alassane Ouattara. Et cette façon de faire a donc comme conséquence immédiate, n'est-ce pas, le ralentissement du combat panafricaniste, le ralentissement de l'avancée souverainiste du continent africain. Justement parce que il y a encore certains États, certains présidents qui travaillent pour l'idéologie dépendantiste, l'idéologie capitaliste occidentale, au rang desquels le président Alassane Ouattara. Donc, Laurent Gbagbo est en train de dire qu'en réalité, il faudrait que, à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait quelqu'un, peut-être pas forcément lui,
On comprend peut-être pourquoi il fait aussi trop, n'est-ce pas, de focalisation sur sa personne. Mais moi, j'ai dit, ça peut peut-être ne pas être forcément lui, mais qu'il y ait quelqu'un qui soit panafricaniste, qui va ouvrir les frontières de la Côte d'Ivoire aux États de l'AES. Question de créer au sein de cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest une dynamique organisationnelle qui pourra cette fois-ci, n'est-ce pas, travailler pour les intérêts du continent africain. Parce que la CEDEAO aujourd'hui, c'est une coque qui ne représente plus rien. Et Laurent Gbagbo l'a évoqué, c'est un élément fonctionnaliste de la France-Afrique. Du moins, lorsqu'on parle des intérêts du continent africain, ne comptez pas sur la CEDEAO pour servir ses intérêts. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer une sorte d'alternative à la CEDEAO au sein de l'Afrique de l'Ouest pour que les peuples, d'accord, et les États puissent aussi connaître une certaine prospérité. Parce qu'il faut rappeler que l'enjeu et la finalité des organisations d'intégration sous-régionales, c'est de travailler pour, n'est-ce pas, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi et surtout travailler pour la prospérité des populations. Or, il se trouve donc que dans des objectifs de la CEDEAO, cette organisation ne travaillait pas pour les intérêts de la population. Les politiques intégrationnistes étaient presque mises de côté. La CEDEAO avait totalement mis ses objectifs fondateurs de côté pour s'orienter vers d'autres objectifs qui n'avaient rien à voir avec les intérêts du continent africain. C'est la raison pour laquelle les États de l'AES ont décidé de partir. Parce qu'ils se sont rendus compte que la CEDEAO était infiltrée par la France et c'est la France qui décidait de ce qui devait se passer au sein de la CEDEAO. Or, vous convenez avec moi que ce n'est pas de l'intérêt de la France que les États africains se développent. Ce n'est pas de l'intérêt de la France que l'intégration profite aux États africains dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a une sorte de dichotomie entre les intérêts des puissances occidentales et les intérêts des États africains au sens panafricaniste du terme. C'est pourquoi la seule chose qui faille aujourd'hui, n'est-ce pas, qui va aujourd'hui encourager reste la rupture maximaliste. Il faut rompre, il faut se déconnecter, il faut créer une sorte de cassure, n'est-ce pas, avec cette façon de faire pour que à terme les États africains puissent aussi sortir la tête de l'eau et s'inscrire dans ce que j'appelle souvent la dynamique du développement. Merci, Dr Sango. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous allons refermer cette émission Regard panafricain. Après avoir discuté des raisons pour lesquelles le président Laurent Gbagbo ne voudrait pas arrêter de miroiter le fauteuil présidentiel, tandis que vous estimez qu'au-delà de ses volontés, de ses besoins, de ses visions, de remettre à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse et de panafricanisme, il devrait passer la main. Docteur Sango, une toute petite perche, on pourrait aussi penser que cette politique actuelle de Laurent Gbagbo est une stratégie qui est en train d'être mise sur pied afin justement d'avoir un visage à venir, mais qu'il ne voudrait pas dévoiler à l'instant. On rappelle que les opposants, la classe politique ivoirienne s'est réunie il y a quelques mois de cela autour de Simone Gbagbo, et ensemble ils signaient, n'est-ce pas, des documents qui prouvaient que l'opposition peut encore se mettre ensemble pour réclamer, par exemple, la révision du code électoral, comme avaient été les doléances et autres revendications. Vous ne pensez pas que ce soit également une politique, une stratégie politique? Le sociologue Daubry parle généralement de la mise en œuvre des mécanismes institutionnels de la dernière heure, c'est-à-dire la dernière balle, dernière balle qui peut sauver, n'est-ce pas, un système qui est en difficulté. Je pense, comme vous, c'est-à-dire c'est un bénéfice du doute que moi je donne aussi à Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo, c'est un sphinx politique, c'est un animal politique. C'est quelqu'un à qui on ne peut plus enseigner la politique. Je suis certain et rassuré que lui-même, il est en train de préparer cette formule-là. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que ce serait là peut-être une erreur fatale
qui risquerait, n'est-ce pas, de plomber l'avancée panafricaniste, le combat panafricaniste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait encore ramener, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, peut-être 50 ans en arrière. Lorsqu'on voit le parcours de Houphouët-Boigny, certains le présentent souvent comme étant le père, n'est-ce pas, de l'indépendance ivoirienne, mais on oublie généralement que sous le plan panafricaniste, c'est quelqu'un qui a tué l'Afrique, c'est quelqu'un qui a travaillé contre l'Afrique. Donc, si le président Laurent Gbagbo ne prépare pas ce plan B qui semble être aujourd'hui incontournable, ce serait ramener la Côte d'Ivoire 50 ans en arrière, c'est-à-dire dans à l'époque peut-être de Houphouët-Boigny. Donc moi je reste avisé. Les analyses que j'ai faites, c'était en quelque sorte pour tirer l'alarme, pour orienter les débats à l'opinion ivoirienne, pour montrer en réalité les chemins, les formules qu'il faut implémenter aujourd'hui pour sortir des griffes de la France-Afrique. Parce que au même temps que les panafricanistes luttent pour trouver des formules d'affranchissement, n'oubliez pas que le camp, n'est-ce pas, impérialiste, travaille aussi pour revenir et se maintenir davantage. N'oubliez pas les affirmations que les hauts stratèges occidentaux ont fait. J'ai envie de parler de ce général qui a dit de manière péremptoire et ostentatoire dernièrement que l'Europe, la France est en train de se préparer pour revenir avec force. Donc c'est des dynamiques en réalité qui se construisent dans chaque camp et qui feront en sorte que c'est le camp qui aura, n'est-ce pas, ici en plus de méthodes, plus de sphinx, plus de rapports de force qui pourra, n'est-ce pas, s'en sortir. Parce que nous sommes dans un monde de la jungle où les gros poissons se donnent le droit de manger les petits poissons, même si ces petits poissons ont aussi le droit de vivre dans l'eau. Donc il est question donc pour les petits poissons de trouver des stratégies, n'est-ce pas, d'affranchissement, des stratégies qui feront que les gros poissons ne puissent pas les attraper n'importe comment, ou alors développer des rapports de force pour que les petits poissons puissent aussi redevenir des gros poissons et manger à leur tour, n'est-ce pas, les gros poissons qui seront redevenus les petits poissons. Donc c'est un monde infernal des rapports de force où chacun doit travailler, construire, compter sur ses propres moyens pour se libérer et se mettre à l'abri des velléités de déstabilisation des autres. Merci docteur Sango pour votre expertise, votre temps, votre disponibilité et vos analyses apportées dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Eh bien, ce fut un plaisir d'échanger avec vous comme à chaque fois. On se retrouve la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. Je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte pour dire merci à ces multiples téléspectateurs qui prennent souvent du temps pour écouter ce que nous faisons ici comme analyse. Je vais également dire merci à la technique qui a été magistralement portée par Kélé et dire bonsoir et au revoir à la galaxie panafricaniste. Et oui, on leur dit au revoir à tous ceux qui nous ont regardés et écoutés sur nos différents médias. Merci de rester en notre compagnie. Kélé est à la mise en onde comme d'habitude. Nous nous retrouverons dans une autre édition de Regard panafricain. À très bientôt à tous.